on est réunis, c'est notre quatrième webinaire commun ITCOP Keops pour aborder ensemble la prise en compte de l'environnement par le droit dans les projets d'infrastructure. Et on est ravis de vous accueillir en ce début d'année pour une nouvelle série de webinaires qui va continuer à ce regard croisé des deux côtés de l'Atlantique, mais francophone, pour pouvoir justement échanger sur le sujet et découvrir un petit peu comment cette problématique est prise en compte et le rôle que peut jouer le droit dans la protection de l'environnement et de certaines possibilités que cela offre pour mener une réflexion sur ce sujet. Donc Geneviève Dufour est professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice du programme de maîtrise en droit, cheminement du droit international et politique internationale appliquée, le DIPIA. Marc Lucas est maître de conférence en droit public à l'Université d'Avignon, spécialisé en droit de l'environnement. Donc, Madame Dufour, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Merci beaucoup. Merci Yannick. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Je veux vous expliquer un peu la raison pour laquelle je me suis intéressée à la question du développement durable dans les projets d'infrastructure, puis plus globalement dans les marchés publics dans les dernières années. Parce qu'a priori, je suis une professeure de droit international et même de droit du commerce international. J'ai toujours considéré que le droit du commerce international pouvait être un outil pour faire progresser les droits humains et l'environnement. Et à force de me commettre sur cette question-là, j'ai été approchée en 2014 par un groupe d'achat en commun au Québec, un groupe d'achat gouvernemental, qui m'a posé des questions. Il voulait savoir jusqu'à quel point on pouvait inclure du développement durable dans les appels d'offres au Québec parce que la loi était assez silencieuse. Et je leur ai justement répondu que, comme la loi était silencieuse, ce qu'il fallait faire, c'était d'aller voir les accords internationaux, puis peut-être de faire une étude comparative de ce qui se passait à l'étranger. Donc, avec un collègue, on a mené une recherche d'envergure. On a analysé une trentaine d'entités dans le monde, donc des pays, des villes, des provinces. Et avec cette recherche-là, on a été capable de faire des recommandations ciblées au groupe d'achat. On a produit un rapport, donc en 2014, on a donné plusieurs formations à divers groupes d'achat, à des entreprises, des ONG, des regroupements industriels, mais on a aussi eu beaucoup de rencontres avec différentes personnes de différents ministères québécois, parce que notre objectif, finalement, au vu des résultats de notre recherche, c'était de faire modifier le cadre juridique au Québec pour qu'il soit beaucoup plus précis, beaucoup plus contraignant sur d'éventuelles obligations à insérer du développement durable, des exigences environnementales, des exigences sociales dans les appels d'offres, et surtout pour que le gouvernement s'assure de la mise en œuvre des obligations. Et à cet effet-là, on va pouvoir y revenir, mais la littérature est claire. Pour que les appels d'offres prennent en compte le développement durable, il faut que les acheteurs soient outillés, il faut leur faciliter la vie, il faut les accompagner. Donc, depuis 2014, je donne beaucoup de formations sur cette question-là. J'ai aussi déposé avec le même collègue, David Pavot, un mémoire en commission parlementaire afin qu'un projet de loi soit amendé. C'est un projet de loi qui concernait les villes et les sociétés de transport. Et notre objectif, c'était de faire en sorte que ces entités-là aient un plan d'approvisionnement durable à élaborer. On a discuté avec la ministre responsable du projet, on a convaincu l'opposition libérale de l'importance de notre proposition et ils nous ont bien soutenus. On a été aidés par des lobbies, par des gens qui ont pu tirer finalement les ficelles auprès du gouvernement et finalement l'amendement a été adopté. Mais on s'est rendu compte à quel point, même devant l'évidence, c'est-à-dire la nécessité de prendre en compte le développement durable dans les grands projets d'infrastructure, la machine gouvernementale au Québec était lourde, la force d'inertie l'emportait souvent. Et enfin, j'ai obtenu une grosse subvention, une subvention majeure l'an passé pour mettre à jour ma recherche de 2014. Et là, le but, c'est vraiment d'identifier 60 entités championnes
à travers le monde pour essayer de voir jusqu'où ces entités-là sont rendues dans l'insertion du développement durable, dans les appels d'offres, dans les marchés publics. Je mène cette recherche-là avec un ancien premier ministre du Québec qui est aujourd'hui avocat dans un cabinet d'avocats, un cabinet montréalais. On a une équipe de 8 chercheurs et on va sûrement trouver, on a déjà commencé à avoir des résultats de recherche, on pourrait revenir, mais dans les prochaines années, je pense qu'on va être capable d'aller encore plus loin dans où on en est rendu dans tout ça, dans l'insertion du développement durable dans les marchés publics. Merci Geneviève. Marthe? Oui. Bonjour à tous. Alors moi, je travaille sur la protection de la nature et en particulier sur la séquence éviter, réduire, compenser. Et en fait, alors si je dois revenir à comment est-ce que j'en suis arrivée là, moi j'ai fait des études de droit classique et j'ai découvert le droit de l'environnement en Erasmus en Allemagne. Et du coup, une fois que j'ai été touchée, j'étais touchée. Donc, j'ai fait un M2 droit de l'environnement classique et on m'a proposé une thèse à la fin du M2 qui était financée par Voies navigables de France qui voulait développer les ports qu'il y a sur le Rhin. Et du coup, ils voulaient avoir une analyse qui soit... donc, il y avait 3 thèses. Il y avait une thèse en droit, une thèse en économie de l'environnement et une thèse plus sur le jeu d'acteurs, l'acceptation des risques. Et du coup, pendant 1 an où j'ai essayé justement de prendre l'axe transport, etc., j'ai pas trouvé vraiment de comment valoriser l'environnement par rapport à ça. Et en fait, j'ai redécouvert, en donnant un cours de droit de l'environnement classique, l'étude d'impact. Et en faisant mon cours, je me suis rendu compte de l'importance qu'avait cette rubrique de éviter, réduire, compenser, la compensation qui permettait a priori de concilier aménagement et protection de l'environnement. Donc, pile poil ce qu'on me demandait de faire dans ma thèse pour Voies navigables de France. Et du coup, je me suis accrochée à ce sujet. On était en 2007, donc il n'y avait pas du tout, il y avait quasiment rien sur le sujet en droit. Et du coup, ma thèse m'a permis ce sujet-là m'a permis aussi de comprendre ce que c'était que la recherche en droit, parce que la plupart du temps, quand on parle à des non-juristes, ils ne se doutent absolument pas qu'il existe de la recherche en droit. Ils pensent que c'est quelque chose qui a trait soit à des domaines qui sont très, très scientifiques, ou en sociologie, en d'autres domaines de sciences humaines, ça va, mais pas forcément en droit. Donc, du coup, cette thèse, quand on fait une thèse en droit, quand on fait de la recherche en droit, et Geneviève l'a dit, on cherche à améliorer en fait l'état du droit qui est existant. Et du coup, pour la compensation, mon processus de thèse, c'était que j'ai cherché quels étaient tous les textes dans lesquels on parlait de la compensation, et j'ai essayé de voir leur historique, est-ce qu'on prévoyait la même chose, les mêmes modalités, est-ce qu'il y avait des définitions, etc. Et en fait, il en est ressorti que non. Il y avait eu un éclatement, ça avait été introduit ponctuellement, mais il n'y avait pas de cohérence. Du coup, si j'ai pas dans les textes, en fait, si j'ai pas ma réponse, je vais chercher dans la jurisprudence, donc dans les décisions de justice. Est-ce que le juge, lui, il a été amené, à travers des cas concrets, à définir la compensation, à dire que ça avait été suffisant, ou ça, c'était des mesures compensatoires, au contraire, insuffisantes. Donc voilà, on a cette recherche jurisprudentielle. Et puis, comme je n'étais pas non plus satisfaite des réponses que j'avais dans la jurisprudence, je suis allée interroger les acteurs. Et au final, j'ai proposé une réécriture, en fait, une définition de la compensation qui permette qu'on puisse la considérer comme étant quelque chose qui va réellement réparer le dommage qui a été subi. Et quand on commence à faire de la recherche, on trouve des réponses, mais on trouve aussi beaucoup de questions. Et donc, du coup, de fil en aiguille, ça m'a amené à d'autres sujets, qui sont l'évitement, le préjudice écologique, la lutte contre l'artificialisation, etc. Merci beaucoup Marthe. Alors justement, au travers du prisme de vos thématiques à l'une comme à l'autre, quelle place le droit fait-il à la protection de l'environnement en ce qui concerne les grands projets d'infrastructure en France d'abord et ensuite au Québec? Marthe? Oui, alors sur la place
du droit dans la protection de l'environnement, c'est très difficile en tant que chercheur d'avoir une visibilité complète, en fait, puisque le droit de l'environnement, c'est un domaine qui est extrêmement large, puisque l'environnement lui-même, eh bien, c'est la biodiversité, mais c'est aussi les déchets, les nuisances sonores, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, enfin, c'est extrêmement large. Et les infrastructures, elles touchent à peu près tout le droit de l'environnement. En droit français, on a un droit qui est assez complet, c'est-à-dire qui couvre énormément de domaines, mais on a une approche qui est très sectorielle. On va avoir une approche, on pense autorisation en termes de droit de l'urbanisme. C'est appréhendé à travers le code de l'expropriation publique, le droit de l'eau, le droit forestier, le droit des espèces protégées. Donc on a plein de secteurs. On a un droit qui est très mouvant. Si je regarde sur rien que sur la séquence ERC qui concerne les projets d'infrastructure, il y a eu une dizaine de textes qui la concernent entre 2016 et 2022. C'est quand même pas forcément facile. C'est un droit qui est très très technique et qui implique de nombreux acteurs à différentes échelles. Quand on parle à l'échelle ça nécessite d'être en contact avec des documents de planification, des projets individuels, avec les acteurs sur lesquels on va consulter les collectivités, mais d'autres organismes publics également qui sont spécialisés. Donc, c'est un fourmillement, mais a priori qui est assez conséquent. Pourtant, quand on regarde, on se rend compte en France comme ailleurs que le droit d'état de l'environnement s'est aggravé. Et du coup, je voulais juste dire que même si on a un droit qui protège l'environnement en France, le droit n'est qu'un outil, en fait, parmi d'autres. Et du coup, en matière d'infrastructure, eh bien, on a une autorisation qui va être donnée sur le projet. Et cette autorisation, elle est délivrée sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'environnement. Et c'est un pouvoir discrétionnaire que peut avoir l'administration. Du coup, on a une appréciation de la situation qui varie d'une autorité administrative à une autre. Et après, je voulais aussi, il y a d'autres choses, mais je le dirai plus tard. En fait, voilà. Pas de souci, merci Marc. Donc après ce contexte mouvant côté français, quelle est la situation côté Québec? Bien, évidemment, comme Marthe vient de le dire, c'est extrêmement large, là, la question de la protection de l'environnement. Au Québec aussi, on a tout un arsenal juridique pour protéger l'environnement. Puis comme je vous ai dit, je suis loin d'être une super spécialiste de droit de l'environnement québécois. Ce que je peux vous dire, c'est que en matière de marché public, qui inclut les grands projets d'infrastructure, au Québec, la place du droit du développement durable est très, très limitée. Notre arsenal juridique permet aux donneurs d'ordre, aux acheteurs publics d'inclure du développement durable, mais ne les oblige pas. Il n'y a rien de spécifié, il n'y a rien de spécifique. Bref, le cadre normatif est très mince en matière de protection de l'environnement dans les grands projets d'infrastructure au niveau de la passation des marchés. Donc, comme je vous disais, le cadre normatif québécois prévoit bien que toute évaluation préalable doit tenir compte des orientations en matière de développement durable, puis précisément d'environnement. Mais cet énoncé de principe-là, et c'est là que peut-être on peut se rendre compte à quel point parfois le droit dit quelque chose, mais que son efficacité ou son effectivité peut être mise en cause si il n'est pas suffisamment clair, précis, suivi de modalités. C'est ça, c'est que l'énoncé de principe est là, mais comme il n'y a pas de modalité d'application clairement définie,
il est très peu mis en œuvre. Par ailleurs, les acheteurs publics sont à peu près pas formés, sont à peu près pas outillés pour formuler des appels d'offres qui intègrent les dimensions environnementales et sociales. Donc, il n'y a pas d'obligation. Et comme il n'y a pas d'obligation, ben, le gouvernement met très peu d'outils à la disposition des acheteurs. Il y a plein d'outils qui existent, parfois qui ont été créés par des entités privées ou gouvernementales, mais il n'y a pas d'outil général, global pour aider les acheteurs publics. Comme je vous ai dit, je donne beaucoup de formations aux acheteurs publics et je vous dis, c'est effarant de voir à quel point ils évoluent sans outils, sans directives claires. Bref, il n'y a pas d'obligation, on n'interdit pas l'inclusion de critères de développement durable, de spécifications techniques, etc., dans les appels d'offres, mais on ne fait rien pour encourager, voire pour forcer la prise en compte du développement durable dans les projets. Le résultat est simple, c'est qu'il y a très peu de projets au Québec qui accordent une importance réelle au développement durable. Donc, le Québec est en retard. C'est la conclusion à laquelle on était arrivé déjà en 2014, qu'on était en retard probablement de 20 ans. Donc, faites le calcul, on arrive près d'être en retard de 30 ans par rapport à plusieurs autres entités dans le monde. On est en retard, entre autres, par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Et ça emporte des conséquences parce que quand des villes, des États ou des entités fédérales, par exemple, aux États-Unis, sont en avance sur nous, ça nous empêche d'être compétitifs. On a un accord de libre-échange avec l'Europe. L'Europe est bien plus avancée que nous en matière de marché public durable. Donc, jusqu'à quel point nos entreprises sont prêtes pour compétitionner sur des appels d'offres européens. Puis, je lisais hier le plan tunisien national des achats publics qui a été révisé en 2019. Puis on se rend compte finalement que le Québec est même en retard par rapport à des pays qu'on ne soupçonnerait pas être en avance sur nous. Le plan tunisien de 2019 est vraiment en avance par rapport à celui du Québec. On parle d'obligations de développement durable, on parle de cycle de vie complet. On aborde à peu près toutes les voies de passage qui peuvent être appréhendées par les acheteurs publics, que ce soit les spécifications techniques, l'évaluation qualité, les critères d'exécution du contrat, la chaîne d'approvisionnement. Vraiment, c'est effarant de voir à quel point le Québec est en retard. Ceci étant dit, en ce moment, on est en train, le projet de loi est pas mal prêt. Donc, la ministre québécoise responsable du dossier marché public a travaillé dans les derniers mois une refonte complète de la loi, des diverses lois. Là. Évidemment, sa priorité pour l'instant, c'est la corruption. Donc, éviter la corruption dans l'octroi des marchés publics, mais il en demeure pas moins qu'on pense que l'environnement va prendre une place considérable. J'ai parlé la semaine dernière à son adjoint parlementaire sur la question. C'est pratique, c'est mon ancien étudiant, mais je vous rassure, il ne m'a pas donné d'informations qu'il ne pouvait me donner. Mais j'ai quand même cru comprendre que l'environnement avait été pris en compte. On devrait avoir le projet de loi sous peu, aussitôt que la pandémie va permettre une accalmie, puis de présenter le projet de loi aux parlementaires. Évidemment, j'agirai s'il le faut parce que je ne lâcherai pas le morceau. Mon objectif, c'est vraiment que le Québec rentre dans les années 2020 en matière de protection de l'environnement puis de différents aspects relatifs aux droits humains lorsque notre gouvernement, le plus gros acheteur, passe des marchés. Voilà. Merci Geneviève. Alors, on va rester avec toi pendant quelques instants. Du point de vue de la recherche, justement, quel rôle la recherche peut-elle jouer dans la prise en compte de l'environnement, dans les grands projets d'infrastructure? Et selon toi, et aussi selon Marthe, quels sont les sujets émergents à porter ou à faire porter, à développer dans les années à venir? OK. En ce qui concerne la recherche, je pense que, en tout cas, moi, mes recherches m'ont permis de me rendre compte que le droit joue un rôle majeur, clairement.
Il y a plusieurs études qui démontrent que les pays qui imposent la prise en compte de critères écologiques ou sociaux dans leurs appels d'offres réussissent mieux que ceux qui pensent que la transformation va venir de l'industrie. Donc, il faut vraiment que ça vienne d'en haut et non d'en bas. Certes, il peut y avoir des initiatives, mais ça n'amène pas une amélioration concrète et globale. Mes recherches m'ont aussi permis de savoir en fait que le cadre normatif, c'est une première étape. Parce qu'une fois que le cadre normatif... Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? OK, ça avait comme gelé. Donc, une fois que le cadre normatif est adopté, il doit s'accompagner de deux choses. Premièrement, d'outils qui vont faciliter la vie de ceux qui rédigent les appels d'offres. Et deuxièmement, d'un travail de sensibilisation des acheteurs publics. Sur les outils d'accompagnement, en raison de la haute technicité, des développements technologiques, etc., il est impossible pour les acheteurs publics d'être experts de tout. Donc, il faut que les gouvernements les outillent, les accompagnent de manière efficace, réaliste, pour que vraiment ils soient opérationnels. Par exemple, il faut mettre sur pied des groupes de spécialistes de plusieurs domaines qui sont souvent très techniques pour indiquer aux acheteurs publics quelles sont les normes crédibles en matière. Dans une certification, quelles normes est-ce qu'on peut prendre, lesquelles on peut laisser aller pour que ça ait quand même un impact au niveau de l'environnement, la marge de manœuvre que ces normes-là peuvent laisser, l'opportunité. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez encore? Parce que je reçois des messages de l'application me disant « OK, parfait. Oui. OK. Tout va bien. Donc, il faut vraiment là, créer des équipes multisectorielles qui vont permettre qu'il y ait des outils pour accompagner les acheteurs. À ce titre-là, selon mes recherches, je me rends compte que les Pays-Bas, la Corée du Sud sont vraiment des champions en la matière. Ils ont créé des logiciels gouvernementaux que les acheteurs publics peuvent utiliser. Donc, s'ils ont certains produits à acheter, ils ont tout simplement entré dans le logiciel et avec quelques clics, ils savent quels critères, quelles exigences ils peuvent attribuer à un achat. Il y a des chercheurs qui ont démontré que parfois, grâce à cet accompagnement-là, grâce aussi, comme je le disais, à une sensibilisation, même en l'absence d'obligations juridiques, les acheteurs publics inséraient de plus en plus de développement durable dans leurs appels d'offres. En Belgique flamande, par exemple, on s'est rendu compte que le cycle de vie complet est de plus en plus pris en compte, mais ça, c'est grâce à des campagnes de sensibilisation où vraiment on a sensibilisé les acheteurs publics à regarder le cycle de vie complet des produits, des projets, plutôt que le coût d'achat, le coût d'acquisition, etc. La recherche nous apprend aussi que le cadre normatif doit être précis. Donc, oui, il faut des obligations, mais il faut aussi un cadre normatif qui est précis. Il y a plusieurs pays qui prévoient déjà une prise en compte du cycle de vie complet, qui visent la chaîne d'approvisionnement, qui imposent des conditions d'exécution des contrats, qui fixent des objectifs quantitatifs, des objectifs qualitatifs dans le temps. Et dans ces pays-là, on se rend compte que le cadre normatif a un effet qui est transformateur sur l'industrie parce que l'industrie n'a pas le choix de s'adapter. Mieux encore, elle devient plus compétitive sur les marchés étrangers. Mais pour répondre à votre deuxième partie de question, est-ce qu'il y a des enjeux? Évidemment qu'il y a des enjeux. Tout ça, ça ne peut pas se faire si l'industrie ne s'adapte pas. Donc, il faut y aller de manière progressive dans la transformation normative. L'inclusion de critères environnementaux peut faire peur à certaines entreprises, certaines PME. Mon étude comparative démontre que ceux qui réussissent le mieux l'ont fait en se fixant des objectifs qui sont réalistes, ambitieux, mais surtout progressifs. Deuxième enjeu, il faut accompagner les entreprises. Je parlais d'accompagner les acheteurs publics, mais il faut aussi accompagner les entreprises qui doivent se transformer, parfois à fort coût.
Sans ça, ben, les marchés publics vont devenir l'apanage des entreprises qui, elles, ont pris le virage, qui, elles, ont eu les moyens de prendre le virage. Il y a plusieurs manières d'envoyer progressivement des messages aux fournisseurs, leur laisser comprendre qu'elles doivent évoluer. Il y a aussi des programmes gouvernementaux qui doivent être mis en place pour subventionner cette transition-là, évidemment. Et le dernier enjeu, qui est un des enjeux qui me tient particulièrement à cœur, et je serai très vigilante par rapport au projet de loi qui va sortir au Québec dans les prochaines semaines, c'est l'aspect social, l'aspect droits humains. On met beaucoup d'accent sur les critères environnementaux. C'est louable, c'est nécessaire, mais l'humain doit aussi être pris en compte. Les appels d'offres peuvent permettre au marché de devenir beaucoup plus responsable par l'ajout, par exemple, de critères relatifs aux conditions de travail, au respect de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, en exigeant que les produits ou même les intrants ne soient pas issus d'un travail forcé, d'un travail dangereux pour les enfants, etc. Ça fait partie de manière intrinsèque du concept de développement durable, de marché durable, de marché responsable. Mais pour ça, on doit être en mesure de viser la chaîne d'approvisionnement au complet, ce qui n'est pas toujours facile parce que la chaîne d'approvisionnement, évidemment, est souvent délocalisée dans des pays à l'étranger qui ne sont pas toujours respectueux des droits humains. Ça implique des audits, ça implique des vérifications supplémentaires. Donc, je suis bien consciente que ce n'est pas facile, mais il en demeure pas moins qu'il faut qu'on arrive. Merci, merci Geneviève. Marthe? Oui, j'allume mon micro. Alors, la recherche en droit sur environnement et infrastructure, elles sont basées surtout sur l'étude des dossiers en amont, à travers le processus d'évaluation environnementale, de l'autorité environnementale, de l'étude d'impact, évidemment, des outils de participation et d'information du public, voilà, qui aboutissent à la décision finale, qui est de savoir le projet d'infrastructure est autorisé ou il est refusé. Et après, on a le contentieux, la recherche travaille aussi sur le contentieux qui a de ces décisions, majoritairement des associations qui vont contester que des autorisations d'infrastructure aient été délivrées. Et on a eu des dossiers assez médiatiques ces dernières années avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le grand contournement ouest de Strasbourg, qui est un projet autoroutier. C'est assez difficile de connaître l'impact de la recherche sur la formation du droit ou de l'interprétation du droit par les acteurs, mais je voulais donner peut-être 2 exemples qui sont issus de mon expérience. Donc, les travaux que j'ai faits sur la compensation écologique au niveau du droit ont finalement ont pu être pris en compte, un peu comme le travail de Geneviève, dans le projet de loi biodiversité. Au moment des débats, en fait, alors ça tient un peu à un détail, j'avais envoyé, comme on est quand on est doctorant, on voit cette thèse à différentes personnes. Il se trouve que j'avais envoyé un avocat très connu à Paris, et qui a évidemment un réseau auprès des députés et des sénateurs, et du coup, il en a parlé à un sénateur qui m'a appelé. Du coup, j'ai pu donner mon avis sur la rédaction même des amendements qu'il proposait pour tout ce qui concernait la compensation dans la loi biodiversité, et aussi sur le préjudice écologique. Donc, ce qui a permis d'attirer l'attention des sénateurs sur certains points. Alors après, il y a des moments où on arrive à convaincre, notamment sur les critères d'équivalence écologique, de pérennité, des mesures compensatoires. Et puis, il y en a d'autres sur lesquelles on n'arrive pas forcément à convaincre. Je me souviens que dans la loi, les mesures compensatoires, elles sont définies comme étant une obligation de résultat. C'est quelque chose qui, juridiquement, ne devrait pas exister, puisqu'on a une très forte incertitude sur les succès des mesures compensatoires, et une obligation de résultat en droit, ça veut dire que vous serez sanctionné, peu importe les moyens que vous avez mis, juste si le résultat n'est pas atteint. Et donc, ça fait porter une grosse responsabilité sur le maître d'ouvrage qui est responsable de ces mesures compensatoires. Donc voilà, on n'arrive pas forcément
à convaincre. Donc, on peut modifier la norme, on peut aussi modifier la pratique, ce qui est un effet un peu moins ambitieux, mais qui peut avoir des répercussions bien plus concrètes parfois. Et du coup, c'est vrai que là récemment, j'ai participé à une ANR Compagne sur l'offre de compensation agricole et la transition agroécologique. Et du coup, on est arrivé à faire des policy briefs en fait qui sont à destination des acteurs de terrain, et notamment une fiche que j'ai rédigée est sur l'obligation d'intégrer la nature ordinaire dans la séquence éviter, réduire, compenser. Et la démonstration que je fais, ce n'est pas du tout que je veux modifier le droit existant, c'est juste de montrer aux acteurs qui ne sont absolument pas juristes et pas spécialistes que le droit actuel permet tout à fait d'exiger une compensation pour les atteintes qui sont portées à la nature ordinaire. Du coup, voilà, on peut avoir des effets. Après, je ne peux pas dire à l'avance quels vont être les effets du policy brief sur les acteurs, mais c'est un biais en fait qu'on peut utiliser en tant que chercheur en droit. Après, je trouve assez dommage. Donc, il y a sur les enjeux et sur comment est-ce qu'on peut concevoir la recherche en droit de l'environnement par rapport aux infrastructures. On porte beaucoup notre attention sur avant de l'autorisation et sur la conception de l'autorisation. Et en effet, il y a des améliorations qu'il faut continuer sur lesquelles on doit travailler. Par exemple, la prise en compte du climat dans les études d'impact reste extrêmement faible. Les rubriques sur les impacts cumulés également. Les impacts il y a plein d'impacts qui continuent à être sous-évalués. Mais au-delà, je trouve que en ce qui concerne peut-être plus spécifiquement les infrastructures, on a tendance à s'arrêter à l'autorisation. Une fois que l'autorisation a été délivrée, c'est bon. On n'a plus rien à étudier en droit, alors qu'en fait, on a encore énormément de choses à voir. Et il y a des enjeux environnementaux sur la gestion des dépendances vertes. Et là, je sais que Claire Etria est présente aujourd'hui. C'est une juriste qui travaille dans le cadre d'ITECOP sur ce sujet-là. Il y a la question de la place dans l'environnement, dans les contrats de concession publique et des marchés publics. Et je sais que pour des opérations de compensation, eh bien, le marché public n'est pas fait pour ces opérations de restauration. Et donc, on a des soucis justement sur comment est-ce que je peux vraiment recruter qui je veux, qui est le plus pertinent pour réaliser ces mesures écologiques. Et on a aussi la question des mesures correctives, du suivi des impacts environnementaux pendant la vie en fait, de l'infrastructure et au-delà des 5 ans de mise en place. On a enfin une dernière question qui n'est pas forcément posée, qui est la question de la réhabilitation des anciennes infrastructures de transport. On est en train de réfléchir, là, on a une politique en France qui est sur le zéro artificialisation nette, où au final, si on veut artificialiser quelque part, eh bien, il va falloir désartificialiser ailleurs. Et donc, il y a la question de la remise en état, de la renaturation de certains espaces et donc peut-être des anciennes infrastructures à réfléchir. Voilà ce que j'avais à dire. Et sinon, si je trouve aussi que l'analyse qu'il y a sur les marques, pour faire un peu un lien avec le travail de Geneviève, l'analyse du cycle de vie qui se pose en termes de marché public, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas suffisamment, nous, dans notre évaluation environnementale, où on ne va pas forcément prendre en compte l'impact des ressources qu'on va chercher justement à l'international, en fait, et qui peuvent avoir un impact social et écologique très fort. Et ça, je sais, vu comment je vois l'état des lieux de l'environnement sur la planète de façon générale et que certaines ressources deviennent de plus en plus rares, je me demande si on va pas y venir. En tout cas, ce serait bien d'engager une réflexion justement pour se préparer. Merci Marthe, effectivement, de partager ces réflexions. On entre maintenant dans la deuxième partie, on va dire,
séminaire. Et on a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, avant moi de poser les miennes, moi, je vais déjà laisser ceux qui ont envoyé dans le chat prendre la parole pour présenter leurs questions. Peut-être Loïc et ensuite Nathalie. Merci Yannick. Moi, concrètement, votre sujet est intéressant sur Loïc, est-ce que tu peux juste te présenter? Oui, excusez-moi. Donc, Loïc Philipson, je fais partie de la société CETEC, qui est un groupe d'ingénierie français qui fait des infras. On ne fait pas que ça, mais on fait des infras. Et moi, en particulier, j'en fais, voilà. Et par contre, je suis responsable du département environnement de Paris, pour ma société. Donc, les sujets sont très intéressants. Je vois surtout la question que j'ai posée, c'est par rapport à l'obligation de résultat. Peut-être que j'ai loupé une phrase ou deux, mais quel est le problème avec cette obligation de résultat qu'on constate dans le droit français? Parce que pour moi, c'est quand même un prérequis pour que les maîtres d'ouvrage ne puissent pas faire ce qu'ils veulent avec les mesures et qu'il y ait une sorte de suivi et d'obligation d'avoir des mesures. Le maître d'ouvrage est responsable de ses impacts. Ça, il est certain qu'il va réussir à les faire. Je pense qu'il faut aussi qu'il soit certain de réussir à compenser ses impacts. Après, je pose une autre question plutôt c'est une réflexion sur l'ACV. On voit les sujets émerger dans les marchés publics. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de répondre à un marché pour une DREAL où on nous demande justement de faire une analyse du cycle de vie. Par contre, on nous demande de faire ça au stade où on va plus avoir de choix dans les solutions techniques qu'on va proposer. Donc, en fait, on va faire juste une analyse du cycle de vie, mais ça va servir à comparer différentes solutions. Voilà, ça c'est juste un prolongement de la réflexion sur la CV. On arrive trop tard pour le sujet. Merci Loïc de la question. Donc Marthe ou Geneviève. Vas-y. Sur l'obligation de résultat, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les maîtres d'ouvrage doivent réaliser leurs mesures compensatoires. Et ils doivent le faire à partir du moment où ils ont une autorisation environnementale qui leur demande de réaliser des mesures compensatoires et de réaliser un suivi sur ces mesures compensatoires. En fait, l'obligation de résultat, elle ne veut pas dire que si vous ne qualifiez pas d'obligation de résultat, ça ne devient pas obligatoire, en fait. C'est en droit, on a d'un côté l'obligation de résultat et de l'autre côté l'obligation de moyens. L'obligation de moyens, c'est l'obligation de tout mettre en œuvre pour atteindre un résultat. C'est le cas du médecin qui met tout en œuvre pour guérir le patient, mais il se peut très bien qu'il n'arrive pas jusqu'au bout, il ne sera pas pour autant poursuivi si le patient décède. C'est à peu près la même analogie avec l'environnement. Il y a des mesures compensatoires où on peut avoir pris la technologie qui nous paraissait la plus pertinente. Ça avait fonctionné sur les autres sites et sur le nôtre, ça ne fonctionne pas pour des raisons qui nous échappent et qui ne sont pas des cas de force majeure. Eh bien, je ne trouve pas ça forcément cohérent que le maître d'ouvrage supporte cette responsabilité-là. En pratique, évidemment, les services de l'administration ne vont pas l'appliquer à la lettre et ils sont plutôt dans une logique d'accompagnement plutôt que de sanction si les mesures compensatoires n'ont pas atteint. Mais c'est pas. Enfin voilà, j'espère que du coup j'ai répondu à votre question. Merci Marthe. Geneviève, tu voulais ajouter quelque chose peut-être ou... Je suis désolée, j'ai vraiment pas entendu la question. C'est bizarre. L'application me demande continuellement d'aller sur un autre micro, puis là, en tout cas, j'ai rien entendu. Ok, bon, pas de souci. Là, tu m'entends bien? Il y a pas de... Le son passe bien? Ok, super. Alors, je vais passer la parole peut-être à Nathalie aussi, qui avait une question, et donc comme ça, pour l'exprimer directement. Oui, bonjour à tous. Nathalie Drouin, directrice exécutive de Keops. Alors, merci pour cette super présentation. Vraiment, je trouve le sujet très intéressant. J'ai deux questions très spécifiques. Je vais commencer par une, puis si quelqu'un d'autre a d'autres questions, je les laisserai et je pourrai revenir avec la deuxième. La première, je suis très intéressée, vous savez, au Québec, puis Geneviève, tu l'as mentionné, là, la ministre du Conseil du Trésor semble travailler sur une nouvelle politique là, pour les appels d'offres.
Et c'est une bonne nouvelle qu'elle ait peut-être l'oreille un peu plus attentive sur les enjeux du développement durable et d'intégrer des critères spécifiques là, sur ces éléments-là. Ça m'amène à pousser un petit peu plus loin la réflexion en disant, oui, les critères de développement durable, pour moi, c'est l'innovation dans les appels d'offres. Et souvent, tu le sais, au Québec, on restreint les répondants. On fait, surtout au niveau international, on empêche les répondants internationaux ou les firmes internationales à répondre à nos appels d'offres parce qu'ils n'ont pas d'activité locale. Alors, c'est un gouvernement qui protège beaucoup là, les activités locales ou va prioriser une firme qui va faire qui a des activités, des usines, des activités locales. À ce moment-là, on se prive beaucoup de bonnes pratiques. Une pratique qu'une firme à l'international pourrait amener en disant, bien nous, oui, quand on répond aux appels d'offres, on a aussi des pratiques ou une stratégie au niveau du respect du développement durable. À ta connaissance, je pose la question au Québec, après ça, je la poserai pour le système français. À ta connaissance, Geneviève, est-ce qu'il va y avoir de la flexibilité à ce niveau-là pour être capable d'accepter davantage les firmes à l'international qui répondraient avec des pratiques beaucoup plus innovantes au niveau du développement durable à nos appels d'offres? Est-ce qu'il va y avoir plus de flexibilité dans la nouvelle loi à rentrer à assouplir les exigences locales dans les appels d'offres? Et en France, est-ce qu'on retrouve la même dynamique de restreindre les répondants aux appels d'offres à obliger qu'ils aient des activités locales, soit des usines, soit des investissements, etc.? Ça, c'est ma première question. C'est une question, en fait, merci Nathalie. C'est assez complexe de te répondre dans la mesure où il y a le droit puis il y a la manière dont le droit est appliqué. À moins que je me trompe, j'ai pas l'impression que notre cadre normatif québécois dit clairement, sauf exception, qu'il faut que ce soit des entreprises locales. Si c'est fait, c'est que soit on est en contradiction avec nos accords de libre-échange, avec le droit de l'Organisation mondiale du commerce, ou soit qu'on a prévu des exceptions. Puis, le Canada est assez ouvert en matière de marché public au niveau international. En tout cas, on est loin d'être du même acabit que les États-Unis avec le Buy American, Buy America Act. On est assez ouvert, ce qui est souvent frustrant justement pour les Canadiens parce qu'on est ouvert aux autres, mais les Américains sont pas ouverts à nous. Mais bref, disons, entre l'Union européenne et le Canada, dans le dernier accord de libre-échange qu'on a conclu, l'AECG, que vous appelez le CETA en France, en bon français. C'était mon petit commentaire éditorial. Donc, dans l'AECG, on est très ouvert, on n'a pas le choix lorsque ça rencontre certains seuils et à moins qu'il y ait une exception. Donc, on n'a pas le choix d'ouvrir à la compétition européenne. On fait partie de l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, donc on s'est engagé avec plusieurs États membres de l'OMC à ouvrir au marché public des autres. Ceci étant dit, ça c'est le cadre normatif. Comment est-ce que notre gouvernement l'applique? C'est autre chose. On est en ce moment avec un gouvernement qu'on peut qualifier de nationaliste au niveau économique, voire de protectionniste. Je ne sais plus combien de fois j'ai eu à parler avec des gens du gouvernement depuis surtout le début de la pandémie pour leur dire que le mot « local » ne peut pas être mis dans les appels d'offres, qu'on ne peut pas être un premier ministre puis dire en conférence de presse que dorénavant, on va acheter québécois puis qu'on va tout acheter québécois puis qu'on va produire qu'au Québec. On a des accords de libre-échange qui nous obligent à être ouverts aux autres. Après, une fois qu'on a dit ça, évidemment, là, tu sais, ta question est très générale, puis le monde des marchés publics, moi, je dis toujours que c'est un Far West, c'est-à-dire que on peut jamais
Et c'est hyper frustrant comme prof puis comme pédagogue. On peut jamais dire, ben voilà, je vais vous expliquer le grand principe des marchés publics. Tout est une question d'espèce. De quel genre de marché on parle? Est-ce que c'est du transport? Est-ce que c'est de la construction? Est-ce que c'est de l'alimentaire? Qui passe le marché? Est-ce que c'est une ville, une province, un État, un Länder, gna gna? Avec qui on va faire affaire? Quel est le seuil? Est-ce qu'on peut diviser le contrat? Il y a tellement d'exceptions que c'est difficile de répondre à ta question de manière globale. Mais pour faire très, très court, a priori, notre cadre normatif ne peut pas imposer du local, sauf si c'est lié à l'objet du marché, que c'est nécessaire. C'est-à-dire que on veut absolument qu'une entreprise puisse réagir ultra rapidement en cas d'urgence. Ben clairement, on ne va pas faire affaire avec une compagnie chinoise si on veut une capacité de réaction dans les 2 heures. Donc là, oui, on va exiger qu'il y ait une entreprise au Québec. Sauf si, puis il y a une décision jurisprudentielle à cet effet, l'affaire de Drummondville au Québec, sauf si on veut qu'un produit arrive chaud sur place sans qu'on ait besoin de le faire réchauffer, c'est l'affaire du bitume. Mais a priori, il n'y en a pas. On ne peut pas exiger du local, sauf exception. Puis en matière de transport, on a une belle exception. Merci Geneviève. Marthe, tu souhaiterais... Alors moi, je ne vais pas être du tout compétente sur les marchés publics, donc je peux pas du tout répondre à la question, j'aurais trop peur de dire une bêtise. Mais alors, souvent, il y a des principes et des exceptions, donc j'imagine que sûrement, dans certains cas, ça doit être possible. Alors Nathalie, avant de te repasser la parole pour la deuxième question, il y avait une question de Sophie Bonin. Bon, elle est partie entre-temps, mais elle demandait sur les possibles effets de contexte géographique, notamment sur les questions de compensation, sont-ils liés à la densité d'occupation des espaces, qu'on imagine déjà plus forte en France, peut-être à tort, qu'au Québec, et par rapport aux grandes infrastructures linéaires? Donc, quel est votre retour là-dessus? La question est dans le chat, hein, sinon. Oui, c'est plus facile dans le chat. Les effets de contexte géographique, alors ça joue pas sur la nature de ce qu'on doit compenser. C'est-à-dire que l'infrastructure, si elle passe à un endroit, on doit compenser les impacts à la nature qui va disparaître ou qui va être détériorée. Par contre, on va avoir du mal à retrouver dans certains espaces des sites de compensation à proximité, en fait, de l'infrastructure. Et ça, en fait, on a des régions. Je sais qu'avant, quand j'étais en Alsace ou même là, dans la région PACA, en fait, il y a très peu de places encore qui sont disponibles, où on peut réaliser des mesures de restauration écologique. Donc, par rapport à d'autres régions qui sont moins densément peuplées, ce sera plus facile de trouver des sites de compensation. Mais du coup, ça nous amène à réfléchir justement sur l'évitement, en fait. Juste comme on a des difficultés à compenser, eh bien, du coup, on devrait vérifier en amont si on a vraiment besoin de faire l'infrastructure ou si on ne peut pas réhabiliter une infrastructure existante à la fin pour éviter l'impact. En fait, la compensation, c'est vraiment là parce qu'on n'a pas réussi à éviter et réduire avant. En fait. Merci Marthe. Alors Nathalie, toi tu avais une deuxième question et je vois qu'aussi il y a une deuxième question dans le chat de la part de Loïc. Donc alors Nathalie en premier, une version condensée parce qu'on approche de la fin, et ensuite Loïc. Oui, très rapidement. Ma deuxième question était vraiment parce que vous savez, je suis très intéressée par le S des critères ESG ou des dimensions sociales dans les infrastructures. Et je pense que Geneviève a commencé à donner quelques pistes de solutions, mais dans les appels d'offres, est-ce qu'on a une stratégie claire de dire qu'est-ce qu'on va exiger au niveau des dimensions sociales? Du critère social, parce que ça fait partie du développement durable, puis c'est toujours l'enfant pauvre. Hein? Le social, environnemental, on a des lois qui sont applicables, gouvernance, mais au niveau social, on est toujours démunis de ce côté-là.
Alors, j'aimerais vous entendre. Puis, je pose toujours ma question au Québec, mais en France, qu'en est-il? Je peux commencer. Pour l'instant, le cadre normatif, tout ce qu'il fait, c'est référer à la loi sur le développement durable du Québec, qui, on se rappelle à son article 6, définit bien les principes du développement durable à sa sauce, mais des coûts. Donc, on dit la valeur des biens et des services doit refléter l'ensemble des coûts qu'ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu'à leur consommation et leur disposition finale. Mais ça, là, pour moi, ça vise clairement la chaîne d'approvisionnement. Puis quand on parle de chaîne d'approvisionnement, on ne peut pas mettre de côté l'aspect social, les conditions de travail, le respect des droits humains, l'équité, la diversité, l'inclusion. Donc, ça reste à voir. Ce qui coule dans les médias en ce moment, c'est que le projet de loi va faire probablement l'économie de l'aspect social, mais l'adjoint parlementaire sur les marchés publics de la ministre m'a clairement dit « Tu ne seras pas déçu, on s'est référé au principe de la loi sur le développement durable. » Ça reste à voir. Merci. Et moi, côté foncier, je sais que c'est a priori possible d'insérer des clauses sociales d'insertion pour des personnes qui étaient éloignées du marché de l'emploi, mais je suis pas du tout, je peux pas répondre du tout. Merci Geneviève et Marthe. Alors Loïc, comme il y a Madame Dubé là, qui vient de poser une question, je te propose, et qu'elle n'en avait pas posé auparavant, je te propose de passer la parole à Madame Dubé et ensuite à toi. Ça te va? Parfait. Madame Dubé, je vous en prie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord. Donc, écoutez, je suis extrêmement sensible à ce webinaire-là et extrêmement heureuse de vous entendre aussi. Je suis spécialiste d'une certification de développement durable qui s'appelle Envision et tous les mots-clés que vous avez nommés sont intégrés à l'intérieur de cette certification-là. Le gouvernement du Canada, de par la loi sur le développement durable, se doit, lorsqu'il réalise de grands projets d'infrastructure, se doit de considérer le développement durable. Maintenant, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous partager cet outil-là qui s'appelle Envision. Et ma préoccupation, c'est, lorsque je vous entends, Madame Dufour, vous me dites que c'est important qu'on peut pas mettre des critères d'achat locaux. Et ma compréhension du droit, elle est celle d'une spécialiste de l'environnement. Lorsqu'on fait un grand projet d'infrastructure, par exemple celui du pont Champlain, c'en est un bon exemple, on se doit aussi d'avoir un système d'achat, un système d'approvisionnement. Est-ce que l'obligation d'achats locaux, est-ce qu'on est aussi restreint par l'obligation des achats locaux, par exemple, si on veut mettre en place un système d'approvisionnement responsable avec des critères d'achats locaux? Est-ce qu'on s'en va à l'encontre de la loi en faisant ça? Ou si l'achat de services locaux se limite juste à on peut ouvrir à tout le monde la participation là, à un projet d'infrastructure?
Donc, il y a une différence. Moi, je fais bien la différence entre quand je vais acheter les agrégats, quand je vais sélectionner l'acier, quand je vais sélectionner le béton, versus avec qui je vais le faire. Est-ce que je vais le faire avec une firme espagnole? Est-ce que je vais le faire avec une firme française? Est-ce qu'il y a une différence? Je suis contente de voir votre commentaire d'abord et avant tout, Madame Dubé, là, sur le pont Champlain. Mais je veux juste faire une petite nuance. Là, le pont Champlain, puis nos amis français ne le savent pas, c'est un projet fédéral. Donc, c'est la loi canadienne qui s'appliquait, la loi fédérale. Moi, je m'en suis vraiment tenue à la loi québécoise ici. Je pense qu'au Canada, on est bien plus avancé qu'au Québec en matière d'achat public durable. Puis je suis vraiment très heureuse de savoir que le développement durable a été incorporé là, dans ce projet de construction du pont Champlain avec l'obligation, avec la certification Envision. Je ne suis pas certaine de bien comprendre votre question sur l'achat local. Est-ce que ce que vous me demandez, c'est est-ce qu'on peut exiger de l'achat local si au final c'est bon pour l'environnement puis l'aspect social? Oui, mais c'est, par exemple, lors de l'attribution des mandats, je comprends qu'on ne peut pas exiger que ça soit local à cause des conditions du libre-échange. Ça va. Mais une fois que le projet est réalisé, il faut que tu les achètes, les matériaux. Donc, si tu veux, en français, si tu veux walk the talk, si tu veux suivre ta directive en matière de développement durable, tu dois avoir des conditions d'approvisionnement. Tu dois pouvoir sélectionner les matériaux qui ont un moindre impact environnemental, qui ont une meilleure empreinte carbone. Tu dois pouvoir sélectionner des matériaux qui ont des fournisseurs à proximité du site au lieu que ça soit en haut de 100 km. Donc, est-ce que le fait d'avoir des restrictions au niveau légales, au niveau des achats, est-ce que ça va jusqu'à l'achat des matériaux, jusqu'au système d'approvisionnement? Tout à fait. Puis quand on répond à l'appel d'offres, on l'explique, on explique les matériaux qui vont être pris, etc. Mais pour répondre rapidement à votre question, parce que je vois que le temps passe, puis qu'Yannick ouvre sa caméra pour que j'aille vite. Oui, vous ne pouvez pas habituellement, sauf si c'est vraiment lié à l'objet, puis s'il y a une raison, vous ne pouvez pas dire, on va acheter local parce qu'il va y avoir moins de transport, donc ça va être meilleur pour l'environnement. Parce que franchement, dans ce cas-là, pourquoi on a des accords de libre-échange? Puis après ça, là, moi, je le dis tout le temps, là, la question du local, il faut aussi le définir. C'est quoi local? Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est sub-infra-étatique? Est-ce que c'est une affaire de kilomètres? Etc. Hyper intéressant. Merci. Yannick, ma question, elle peut passer à la trappe s'il est l'heure. Tu parles le micro coupé. Je disais, vas-y Loïc. Moi, je disais que la question, si on a dépassé le temps, elle peut passer à l'as, c'est pas très très grave. Bon, comme tu veux, on peut se donner une minute en plus, hein, donc vas-y, pose ta question. Je disais rapidement, dans ce cas-là, moi, je suis d'accord avec Madame Dufour. C'est intéressant d'entendre, en tout cas, que les entreprises ont des avantages compétitifs ou des avantages concurrentiels quand elles prennent les devants. Je voulais savoir si, dans vos recherches, vous constatez dans quel sens ça fonctionne. Les entreprises qui sont en avance, elles influencent un peu les systèmes normatifs ou législatifs, ou alors il n'y a pas de lien entre eux et ça peut prendre des décennies avant que ça marche. Je le constate, cet avantage concurrentiel. Je sais que nous, on fait des efforts chez CETEC pour avoir des démarches bas carbone dans tous nos projets sans que ça soit exigé ou ACV, mais je voulais quand même savoir s'il y avait des liens entre les entreprises, donc le privé, et le système législatif qui est plutôt public. Oui, mais pour répondre rapidement, moi, en tout cas au Québec, parce que je peux pas dire que je connais la manière de fonctionner partout dans le monde, clairement, les entreprises, du moins québécoises, canadiennes, qui sont en avance au niveau du respect des critères de développement durable, ont une écoute très attentive de la part du gouvernement, des parlementaires, puis de ceux qui sont responsables de faire évoluer le cadre normatif. Je travaille pour plusieurs entreprises, je les conseille en la matière, puis clairement, elles ont une oreille très attentive du gouvernement.
parce que je pense pas qu'il y ait de gouvernement qui, en définitive, a envie de faire évoluer le code normatif pour mettre des bâtons dans les roues de ses propres entreprises. Et quand je parlais là du projet de loi qu'on a fait modifier, amender, ben la ministre responsable, elle voulait absolument pas que ça puisse porter atteinte notre amendement aux entreprises de la région de laquelle elle venait. Et elle nous ramenait constamment sur ça. Donc, il faut pas négliger le fait qu'il y a clairement de l'opportunité politique dans tout ça, puis que les lobbies industriels se forment pas pour rien. C'est entre autres pour faire avancer le cadre normatif. Et quand on est un lobby industriel, qu'on va voir le gouvernement, qu'on lui dit, écoutez, je suis non seulement national, j'embauche plein de monde ici, mais en plus, je suis plus écologique, plus respectueux des droits humains qu'ailleurs. Donc, peut-être que si vous faites évoluer le cadre normatif, ça va non seulement être bon pour l'environnement, non seulement pour les droits sociaux, mais en plus pour notre entreprise d'ici qui embauche tant de personnes. Ben, c'est clair que le gouvernement a une écoute très attentive, puis le cadre normatif y évolue. Merci Geneviève. Marc, tu voulais rajouter quelque chose peut-être avant la conclusion du séminaire? Pas sur les marchés. Non, bah c'est intéressant de faire des dialogues comme ça. Et du coup, ça me donne... Déjà que j'avais un peu envie de travailler sur la CV, mais là, ça me donne d'autant plus envie de voir ce qui se passe côté français. Mais c'est vrai que si, par exemple, les entreprises doivent le faire en termes de marché public, ça veut dire qu'elles ont les infos et donc elles pourraient très bien le mettre en avant dans les études d'impact, en tout cas pour certaines entreprises, parce que quand on parle d'introduire les cycles de vie dans l'étude d'impact, c'est clair que c'est pas forcément pertinent pour tous les projets qui sont soumis actuellement à études d'impact, mais si les entreprises les ont, c'est quand même une information aussi et des choses sur lesquelles on pourrait être plus attentif. Ben merci à tous les deux. J'espère que personne n'a été frustré de ne pas pouvoir poser ces questions. J'espère n'avoir oublié personne. Voilà. Normalement, si tout va bien, le séminaire sera disponible en podcast sur les sites ITCOP et Keops. Judith m'a dit en régie qu'il y avait eu un petit souci technique à un moment, donc j'espère que l'enregistrement aura bien tenu. Voilà. Mais donc, en tout cas, on vous remercie pour cette discussion qui montre vraiment toute la richesse du sujet et la nécessité effectivement d'avoir une approche internationale croisée pour progresser ensemble sur l'amélioration des process. En vous souhaitant une bonne journée côté Québec et une bonne soirée côté France. À bientôt, au revoir. Merci Annick, au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci à tous.